exprès. Frédéric est venu de Paris, tout exprès aussi. Donc voilà, c'est vraiment, je suis contente. J'aurais été triste pour eux s'il y avait eu 3 personnes. Enfin, les 3 personnes, je les aurais chaudement remerciées, mais enfin, quand même, c'est mieux qu'on soit un peu nombreux. Voilà, bon, juste quelques petites précisions. Chaque année, les abattoirs français tuent 1 milliard de volailles, 40 millions de lapins, 25 millions de porcs, 7 millions d'ovins, 6 millions de bovins, 1 million de chèvres, de chevaux, 20 000 chevaux. Sur la Terre, en une année, ce sont 60 milliards d'animaux terrestres qui sont tués. On ne compte pas les poissons et les animaux marins. Voilà, ce sont les milliards de raisons qui ont fait qu'on a décidé il y a quelque temps de créer cette réunion, d'organiser cette réunion, parce que en plein milieu du sommet de l'élevage, c'est peut-être pas une bonne idée, mais on voulait que ce soit quand même assez symbolique pour marquer justement notre refus plus ou moins de cette vitrine complètement flatteuse qu'est le sommet de l'élevage et qui ne correspond pas du tout, vous le verrez ce soir, vous le verrez avec ce que Seb ou Frédéric vont vous expliquer. Vous le verrez aussi avec les diapos et les vidéos qui vont passer en boucle toute la soirée. Vous verrez que, en fait, la vitrine qu'est le sommet de l'élevage ne correspond absolument pas à la réalité des choses. Bon, je veux pas m'attarder trop, mais je voulais vous dire que sur la griffe, dans quelques temps, il y aura... Ah oui, il y a quelqu'un d'autre qui aurait dû être là ce soir, c'est Dominique Moher. Dominique Moher, c'est la présidente du Domaine des Douages, l'association du Domaine des Douages. Alors, c'est une histoire, dans quelques jours, il y aura un article sur le blog de la griffe où on racontera un petit peu son histoire et l'histoire du domaine. C'est une dame qui a décidé un jour de ne pas envoyer les moutons qu'elle gardait à l'abattoir. Elle en a gardé 750, voilà. Et grâce à des associations comme L214, comme l'OABA, récemment, elle a pu sauver tout ce petit monde qui était menacé par une vente aux enchères du domaine. Et bon, il y a une mobilisation qui s'est faite autour de ça. Voilà, donc elle aurait dû être là sans, mais elle ne peut pas être là à cause de différentes raisons. Donc on a une petite pensée pour elle. Et puis voilà, et puis vous trouverez aussi sur la greffe dans quelques temps, on mettra une... Derrière, on va finir comme ça. C'est bon? C'est bon? Ouais. Alors, ouais, il y aura une bibliographie sur tous les ouvrages, enfin pas tous, non, ce ne sera pas exhaustif, parce qu'il y en a beaucoup, mais pas mal d'ouvrages qui sont sortis sur le sujet, sur la viande, sur l'élevage, sur l'abattage, sur le végétarisme éventuellement, voilà. Et puis il y en a un surtout, moi, que je trouve extraordinaire et qu'il faut absolument avoir lu, c'est celui-ci. C'est Bêtes qu'on abat de Jean-Luc Daube. C'est le journal d'un enquêteur dans les abattoirs français de 1993 à 2008. Voilà. Bon, ben, je vous remercie. Je laisse la parole à Seb, puisque c'est lui qui va commencer. Je crois que c'est toi qui commence, Seb. Bonsoir. Alors, moi, je veux remercier la Griffe de nous avoir donné la parole, surtout, parce que c'est une occasion... très intéressante pour nous de pouvoir rendre compte un petit peu du travail de l'association. Et puis on a été accueillis royalement. Avant que vous arriviez dans cette salle, on a pu se festoyer et puis boire un coup. Donc j'espère que je vais être cohérent dans mes propos quand même. Juste pour vous présenter, l'association L214, c'est une association de protection animale qui existe depuis 2004. Au départ, on militait contre le gavage et le foie gras, donc ça s'appelait Stop Gavage à l'époque. On a fait nos premières images, nos premières enquêtes en 2003-2004. Et puis en 2007, officiellement en 2008 pour la préfecture, on a ouvert une autre association qui s'appelle L214. Et Stop Gavage est devenue la campagne anti-foie gras de l'association L214, qui est une association donc, qui a ouvert, au-delà du gavage, son propos sur les animaux qui sont tués pour la viande, qui sont exploités pour le lait et pour les œufs.
Et donc on est plus spécialisé sur les animaux d'élevage, on ne travaille pas sur les autres types d'exploitation comme l'expérimentation animale ou les animaux qui sont utilisés dans les cirques ou les problèmes avec les animaux de compagnie, etc. Ce que fait la griffe ici localement sur Clermont. Voilà, parce qu'on a considéré que c'était déjà un pan assez important et qu'il y avait assez de travail sur ce secteur-là. Voilà. L'association, juste peut-être par rapport au titre, pour les personnes qui ne connaissent pas, L214, c'est un article du Code rural qui reconnaît les animaux comme des êtres sensibles et donc qui en tire les conséquences, c'est-à-dire qu'il faut que les propriétaires de ces animaux les placent dans des conditions qui sont conformes à leurs besoins biologiques. Alors vous avez peut-être entendu parler qu'il y a en ce moment une loi qui devrait passer pour reconnaître le caractère sensible des animaux dans le code civil, là, cette fois-ci, où là ils sont reconnus comme des biens meubles, pour mettre justement en cohérence le code rural, l'article L214 du code rural, et puis le code civil. Voilà d'où vient l'origine du nom, parce que nous, notre motivation principale et originelle, c'est justement cette reconnaissance du caractère sensible des animaux, c'est-à-dire leur capacité à ressentir le plaisir, la souffrance, le fait qu'ils soient doués d'émotions. Et c'est ce qui, évidemment, est le cœur de notre engagement. Alors juste pour commencer, et je ne montrerai pas vraiment plus, je voulais juste diffuser un petit film que nous, on utilise dans la rue pour ce qu'on appelle des vegan plays, qui sont une fois par mois, notamment à Paris, puis d'autres villes maintenant, une vidéo qu'on montre pour justement expliquer un petit peu comment se pratique l'élevage dans les conditions les plus standards en France. Ça dure 5-6 minutes et du coup ça permettra d'appuyer un petit peu mon propos par la suite. Du pré à l'assiette. L'éthologie est une discipline scientifique qui vise à comprendre le comportement et les capacités cognitives des animaux. De nombreuses découvertes mettent à mal nos préjugés. En effet, nous affirmons habituellement que les cochons sont sales et nous ignorons que les porcelets sont intelligents, joueurs, vifs et curieux. Ce sont des êtres sociaux et ils apprécient les caresses. Les poules et les poulets sont des espèces sociales, avec un vocabulaire de cris très développé. Chaque oiseau reconnaît les autres individus dans un groupe par leur apparence ou par leur voix. Les poissons possèdent un système nerveux. Ce sont des êtres très sensibles à la lumière, à la température, aux vibrations et au bruit. Des expériences rigoureuses prouvent qu'ils ressentent la souffrance. Ils ont eux aussi une vie sociale, reconnaissent les autres individus et ont des compagnons de route préférés. Les humains et les autres animaux ne sont pas identiques à tout égard. Il y a des différences, mais il y a surtout des similitudes. Nous avons des désirs communs. Nous souhaitons être libres de nos mouvements, manger à notre faim, mais aussi avoir de la compagnie. Le grand public connaît seulement les animaux de ferme comme des aliments. Nous fantasmons sur le fait que notre viande provienne de ces animaux libres et heureux. Vous allez découvrir la norme, les coulisses des élevages et des abattoirs. Dans les maternités françaises, les truies passent une grande partie de leur gestation dans des cages où elles ne peuvent pas se retourner. Elles mettent au monde des petits qu'elles ne peuvent ni sentir ni lécher comme elles le voudraient. Pour éviter le cannibalisme et limiter les pertes, peu après leur naissance, les dents des porcelets sont meulées et leur queue coupée à vif. En France, dès leur plus jeune âge, tous les mâles sont castrés, sans anesthésie. Pour la production de foie gras, dès la sortie de l'œuf, les canetons sont triés en fonction de leur sexe. En effet, le foie des femelles est plus veineux que celui des mâles. C'est pourquoi elles sont broyées ou gazées vivantes. Le gavage est un acte forcé et choquant pour les animaux. Les canards sont pris de diarrhée et de halètement.
Le foie développe une maladie, la stéatose hépatique. 1 million de canards meurent durant la période de gavage. À l'abattoir, les oiseaux sont étourdis par un choc électrique. C'est l'électronarcose. Ils sont ensuite saignés. Pour l'élevage des poules pondeuses, là encore, dès que les œufs éclosent, les poussins sont triés en fonction de leur sexe. Les mâles ne pondront pas d'œufs, ils sont éliminés. Les poussins sont élevés sans aucun contact avec leur mère. Pour éviter le piquage et le cannibalisme, le bec a été pointé sans anesthésie. Le bec est un organe très sensible et cette opération est douloureuse. On imagine que nos œufs proviennent de poules vivant dehors, dans de hautes herbes. Mais 80% des poules en France vivent en permanence dans des cages. Au bout d'1 an de ponte, elles sont envoyées à l'abattoir. En France, plus de 80% des poulets de chair sont enfermés dans des élevages intensifs, hors de notre vue. Ces poulets sont issus de souches à croissance rapide. Ils atteignent le poids d'abattage 2 fois plus rapidement qu'il y a 30 ans. À cause de la sélection génétique, les poulets d'élevage sont incapables de se reproduire. La reproduction est contrôlée et artificielle comme pour la production d'œufs et de foie gras. Au bout de 42 jours, les poulets sont ramassés pour être embarqués à l'abattoir. L'abattoir. Les poulets sont pendus par les pattes en pleine conscience. Que les animaux viennent d'élevage bio ou sous label, ils meurent dans les mêmes abattoirs. La viande coûte cher aux animaux. Le lait, une souffrance insoupçonnée. Les vaches produisent du lait quand elles donnent naissance à un petit. Tous les 12 mois, elles sont inséminées artificiellement. Sélectionnée génétiquement, une vache produit aujourd'hui 3 fois plus de lait qu'en 1950. Dans de nombreux élevages français, le veau est séparé de sa mère. Les humains décident quand les animaux vont mourir, où ils vont mourir et comment ils vont mourir. Rien qu'en France, chaque jour, 3 millions d'animaux sont vidés de leur vie. La pêche, un vaste carnage. Lors de la remontée des filets, les poissons souffrent de la décompression. Leurs yeux sortent des orbites, leur vessie éclate et sort par leur bouche. Une fois triés, les poissons sont tués, puis vidés sans anesthésie préalable. Sauver des animaux est à la portée de notre assiette. Nous pouvons être en bonne santé en ayant une alimentation végane, 100% végétale. Pour que le massacre cesse, n'oublions pas. Alors bah, ça c'était le plus dur. Si je commence par la fin, c'est pas bon. Hein. Je trouve le début. Hop, regardez pas. Et je vais mettre ton écran. Voilà, donc là je vais essayer d'aller un petit peu rapidement sur... on a vu un petit peu là, avec ce film les conditions d'élevage, d'abattage des animaux, du côté souffrance animale, etc. Je pensais que c'était un peu aussi intéressant de voir toutes les implications qu'impliquait, enfin tout ce qu'implique la consommation de viande aujourd'hui en France.
toutes les raisons morales, éthiques qui nous poussent à diminuer notre consommation de viande, à végétaliser notre alimentation, et puis une dernière raison qui nous qui demande moralement à ce qu'on stoppe notre alimentation. Donc on va faire un petit peu un tour de la question. Alors sur l'impact de la viande et les autres produits d'origine animale sur l'environnement, les animaux et la santé. Il faut savoir juste pour situer où se trouve la France par rapport au niveau de consommation mondiaux. On est un des pays qui consomme le plus de produits animaux au monde. Et on est à peu près au même niveau que les États-Unis. Les États-Unis mangent un peu plus de viande, mais on mange un peu plus de lait et de poisson. Donc si on regarde la part des produits animaux dans les assiettes, la France est championne du monde. Il faut savoir qu'en France, on mange par exemple 2 fois plus de viande qu'en Chine. Alors, quand on va dans un supermarché, une boucherie, etc., on achète souvent des icebergs, c'est-à-dire que on a un morceau de viande sous cellophane dans une barquette à la découpe, etc., et on ne voit pas forcément ce qu'il y a derrière, est-ce que ça implique les conséquences de nos actes, et c'est quand même ce qui est important, c'est de savoir justement ce qu'il a fallu faire pour que ce bout de viande arrive dans notre assiette. C'est pour ça qu'on a pris cette image de l'iceberg. Nous, on voit avec le chariot que ce qui dépasse. Et donc la viande a des dessous absolument insoupçonnés. Souvent l'image de la viande qu'on nous vend dans les publicités, etc., c'est des animaux. Alors soit ce sont des animaux de la viande heureuse, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on communique énormément sur les labels, sur le bio, et sur les animaux qui ont accès au plein air, alors que majoritairement, suivant les filières, on est entre 80% et 99% d'élevage intensif ou d'élevage en claustration totale. Et puis, alors, soit on montre des animaux qui sont heureux, la viande heureuse, soit on ne montre pas du tout les animaux et on essaie de mettre une distance entre le vivant, l'animal qui était avant, l'animal sensible, et le morceau de viande dans l'assiette. Par exemple en Suisse, ils mettent l'autocollant, quand ils vendent de la viande de lapin, ils mettent l'autocollant à l'endroit de la tête pour qu'on ne voit pas que c'est un animal. Le foie gras, il y a des études qualitatives qui montrent qu'il faut absolument déconnecter l'animal du foie gras. Donc on a tendance dans les publicités à penser qu'on cueille le foie gras dans les arbres, ou des choses comme ça. Et en fait, voilà, tout est fait pour mettre une distance entre l'animal et le morceau de viande. Et puis on nous vend une image qui est facile à cuisiner, qui est goûteuse, etc. Et les dessous de la viande sont beaucoup moins réjouissants que l'image qu'on en donne. Et on va faire un petit peu un tour. Donc du point de vue de la souffrance animale, bien sûr, mais ça je garde pour la fin, puis on a déjà vu un petit aperçu avec ces images-là. La question de la faim dans le monde, des gaspillages des ressources, l'effet de serre, déforestation, pollution de l'eau et risques pour la santé. Alors il faut savoir donc par rapport à ce que rappelait tout à l'heure José, on est 65 millions d'humains en France, donc il y a plus de 60 milliards d'animaux qui sont tués dans le monde, mais si on fait un petit zoom, et plus de 1000 milliards de poissons, si on compte les poissons, mais si on fait un zoom donc sur la France, on a plus d'1 milliard d'animaux, 1,1 milliard d'animaux qui sont abattus dans les abattoirs chaque année, aussi sans compter les poissons. Donc vous voyez, c'est absolument des chiffres qui sont faramineux et gigantesques, dont on ne soupçonne pas que ce soit autant d'animaux qui soient concernés. Donc pour la viande, et par an, il y a 1 milliard de bêtes qui sont en pleine croissance ou en gestation, qui servent les humains pour la nourriture. Du côté du gaspillage des ressources, il y a peut-être beaucoup de gens qui connaissent déjà ça, donc vous n'allez pas forcément apprendre grand-chose, mais je pense que c'était important de le rappeler quand même. Quand on se nourrit, pour avoir de la viande dans l'assiette, il faut donner des végétaux aux animaux. Et donc d'après les études, il faut donner 7 fois plus de végétaux aux animaux pour avoir l'équivalent calorique dans l'assiette. C'est-à-dire que si on mange une plante sur une portion calorique dans l'assiette, il en faut 7 fois plus quand on passe par l'animal. Donc il y a un rendement qui est très très mauvais. Donc une calorie, voilà la différence pour produire une calorie végétale et une calorie animale. 70% des terres agricoles aujourd'hui dans le monde sont utilisées pour l'élevage. Soit directement donc pour les animaux,
pour les rares animaux qui vont encore paître à l'extérieur, soit pour produire des céréales, le soja, etc., les animaux qui seront nourris à l'intérieur. Ce qui représente 30% des surfaces des terres émergées. Il y a beaucoup d'eau sur cette planète, voilà, mais c'est absolument gigantesque. Donc en France, si on regarde, 2/3 des surfaces agricoles donc sont utilisées pour la viande. 2/3 des surfaces agricoles. 1/3 donc sont utilisés pour le pâturage et 1/3 qui sont utilisés pour les cultures de l'alimentation du bétail, le maïs notamment, le blé, etc. Quand on se promène dans la campagne auvergnate et ailleurs, on voit des champs à perte de vue. Voilà. C'est généralement pas pour faire du pain ou pour manger du maïs en entrée, mais c'est essentiellement pour faire de l'alimentation animale. Et la France est le premier importateur européen de soja provenant principalement du Brésil et de l'Argentine. Voilà. Si vous êtes sensible à la question des OGM, par exemple, il faut savoir qu'en Argentine, c'est tout OGM, et au Brésil, je crois que c'est du genre 60% d'OGM. Donc les OGM donc qu'on refuse aujourd'hui, enfin que la grande majorité de la population refuse dans l'alimentation, arrivent quand même par l'alimentation animale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, donc d'après la FAO, il y a à peu près 900 millions de personnes qui sont malnutries. Alors c'est pas la petite faim qu'on a à 10h30 du matin entre le petit déjeuner et puis le repas du déjeuner, hein. Là on parle vraiment de malnutrition. Donc on a presque 1 milliard de personnes dans le monde qui sont malnutries. Alors comme vous voyez tout à l'heure, le gaspillage des ressources, notamment sur les ressources végétales, les ressources, si on se nourrit végétal ou on se nourrit animal, vous voyez qu'il y a une implication qui est absolument énorme. Et on sait que d'ici 2050, enfin, les prospectives disent qu'il faudra nourrir 2 fois plus, produire 2 fois plus de viande qu'aujourd'hui. La viande et les effets de serre. Donc question environnement. Les derniers chiffres officiels, on va peut-être en avoir de nouveau l'année prochaine, puisque il y a une grande conférence à Paris 2015 sur les gaz à effet de serre. Mais en tout cas, jusqu'ici, on peut à peu près s'accorder que l'élevage est responsable de 18% des gaz à effet de serre. Donc c'est à peu près l'équivalent des moyens de transport. Alors on compte bien sûr les engins agricoles qui sont utilisés, les moyens de transport, les engrais et bien sûr la digestion des animaux. Il faut savoir que le méthane est quelque chose qui est 25 fois plus impactant que le CO2. Là, il y a 2-3 jours, il y a eu un amendement pour une loi sur justement la réduction des gaz à effet de serre en France. Et bien, les députés, nos chers députés, ont décidé que les pets des vaches, et c'était la grande rigolade à l'Assemblée nationale, ne feraient pas partie du programme de réduction des gaz à effet de serre. Donc là, voilà un résultat des lobbies qui ont bien travaillé. Donc on voit que c'est un impact énorme sur les gaz à effet de serre, mais là, on ne va pas les considérer, voilà, parce que ça serait touché à l'élevage aujourd'hui en France, sacro-saint élevage. Il y a aussi les engrais, on oublie souvent les engrais, mais donc pour faire pousser ces végétaux qui vont alimenter les animaux, les engrais aussi sont responsables des gaz à effet de serre, notamment avec les dégagements d'oxyde d'azote après épandage, et le protoxyde d'azote qui est 300 fois plus impactant que le CO2. Donc on parle souvent du CO2 pour le gaz à effet de serre, mais voilà, le méthane et le protoxyde d'azote, ce sont des... en arrière. Alors là, c'est une petite étude qui a été faite par une association allemande qui est assez intéressante, qui compare par rapport aux gaz à effet de serre, suivant le mode d'élevage, et alors suivant le mode d'alimentation et le mode d'élevage. Et on voit qu'entre le bio et le conventionnel, on a finalement assez peu d'écart sur l'impact au niveau des gaz à effet de serre, mais ce qui a beaucoup d'impact, c'est la consommation de produits animaux. Vous voyez la différence et on voit que pour les produits végétaliens, donc sans aucun produit animaux, on a beaucoup moins d'impact qu'une alimentation avec de la viande et des produits laitiers, l'alimentation classique française. Alors tout à l'heure, je vous disais, voilà, par rapport à la question de la malnutrition, sur la déforestation, entre 75 et 80% de la déforestation en Amazonie, par exemple, est imputée à l'élevage bovin. Et la culture
La culture c'est essentiellement dû à la culture du soja qui est destinée à l'alimentation des animaux. Donc on va détruire les cultures vivrières, par exemple, pour faire pousser du soja, ou alors on va déforester pour faire pousser du soja pour le grain pour les pays riches, le grain du pauvre pour les pays riches. En plus, c'est un effet indirect, c'est que moins il y a de forêts, plus il y a de gaz à effet de serre, puisque les forêts vont pouvoir capturer du CO2 par exemple. Voilà. Si on regarde au niveau de l'eau maintenant, alors les besoins en eau pour... là vous avez un certain nombre d'exemples. Pour les besoins en eau, des aliments, pour produire un kilo de pommes de terre, il faut 700 litres d'eau. Pour du céréal, il faut 1300 litres d'eau. Et bien pour la viande de bœuf, il faut 15 000 litres d'eau. Alors ça dépend, hein, pour le poulet il en faut un peu plus, c'est 3900 litres d'eau. Vous voyez, sur la viande de porc, les fromages, etc. Donc on a aussi un énorme impact avec une alimentation carnée par rapport à l'alimentation végétale. Vous savez que la question de l'eau, c'est une question aussi cruciale dans les années à venir, puisqu'on a des déficits d'eau un peu partout dans le monde. Alors ça c'est quand aujourd'hui on mange à peu près 3000 kilocalories par personne et par jour. Il y en a 1200 aujourd'hui en France en moyenne qui proviennent d'une alimentation carnée, de produits animaux. Ces 1200 calories, si on les remplace par des calories végétales, eh ben on économise 5400 litres d'eau par jour en passant à une alimentation végétale. De quoi prendre 50 bains par jour. Autre chose, la viande et la pollution de l'eau. Alors on connaît par exemple l'impact de l'élevage sur les algues vertes. Bon, en Auvergne, elle n'est pas trop impactée, mais en Bretagne, je peux vous dire que c'est un effet pas mal. Alors la solution qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est de payer des camions pour ramasser les algues vertes, mais bon, on ne réduit pas à la source le problème, et l'élevage est responsable de plus de 90% des algues vertes en Bretagne. Il y a d'autres sources de polluants. La pisciculture est très polluante, qui se développe pour essayer de pallier aux océans qui se vident. Mais il y a aussi beaucoup d'utilisation d'antibiotiques et d'hormones à l'intérieur des élevages, notamment les élevages intensifs. Hormones pour les naissances, antibiotiques parce que, on verra un peu ça tout à l'heure, les animaux qui sont élevés en promiscuité sont très fragiles et les bactéries se développent très facilement dans ces types d'élevage. Et puis évidemment pour les engrais, les pesticides qui sont utilisés. Donc tout ça on retrouve dans l'eau qu'il faut dépolluer. Et en Bretagne aussi ils en savent quelque chose puisque c'est difficile de... Enfin l'eau du robinet n'est pas forcément potable en Bretagne. L'autre chose aussi auquel on ne pense pas forcément, c'est au niveau de la pauvreté génétique et dans les élevages. Aujourd'hui, un taureau peut être le père de centaines, milliers, enfin tu connais Frédéric ça mieux que moi, mais comme on utilise l'insémination artificielle, on va sélectionner un mâle qui a un patrimoine génétique très intéressant pour les producteurs, et il va donc... on va prélever son sperme et c'est ce taureau-là qui va donner la progéniture à énormément d'animaux. Et ça, c'est la même chose pour les coqs, enfin toutes les filières d'élevage. Aujourd'hui, la procréation est complètement maîtrisée. Et donc, on a une pauvreté génétique et plus le confinement en nombre, et tout ça, ça fait un cocktail assez détonnant. Et il y a énormément de nouveaux pathogènes qui apparaissent. Alors je crois que aussi là pour la FAO, il disait que 75% des nouvelles zoonoses qui apparaissent c'est lié à l'élevage. Les nouvelles maladies qui apparaissent aujourd'hui, d'infections bactériennes ou virales, sont liées à l'élevage. Voilà, et puis on a tous à l'esprit les derniers, on n'a pas eu la grippe du petit pois ou la fièvre du haricot, etc. On a eu la grippe aviaire, on a eu la fièvre afteuse, la verge folle, etc. Ce sont tous des maladies qui viennent et qui sont menaçantes et qui viennent d'animaux, enfin, qui finissent par passer. Là, avec Ebola aussi, on voit avec l'origine probable et très probable de la viande de brousse, par exemple. En tout cas, cette pauvreté génétique et le confinement en nombre, c'est assez détonnant. Un autre sujet, alors là, qui est assez catastrophique, enfin notamment le professeur Andremont à l'hôpital Bichat, qui est le directeur du service toxicologique à l'hôpital Bichat à Paris, qui tire le sonnet d'alarme, et plein d'autres, sur l'antibiorésistance. Parce que voilà, dans les élevages en confinement total, il y a plein d'hôtes, il y a plein d'animaux différents, et pour les bactéries, c'est un vrai terrain de jeu. Et donc les éleveurs donnent des antibiotiques, soit en préventif, soit en curatif, mais même en préventif, dans l'eau de boisson, dans l'alimentation,
À peu près la moitié des antibiotiques qui sont, des antibiotiques qui sont produits en France, c'est pour l'élevage aujourd'hui. Alors il y a des campagnes pour la médecine humaine, c'est pas automatique, etc. Mais pour l'élevage, il y a énormément d'antibiotiques qui sont utilisés. Et certaines familles d'antibiotiques, donc les troisièmes, alors aujourd'hui on ne découvre pas de nouvelles familles d'antibiotiques, donc c'est très précieux l'utilisation des antibiotiques. Et quand des bactéries ont trouvé la parade par rapport à des antibiotiques, il reste souvent que les dernières générations, les troisième et quatrième générations, c'est des antibiotiques qui sont utilisés en dernier recours dans des hôpitaux, qui aujourd'hui on trouve qu'il y a de plus en plus de bactéries qui sont résistantes à ces antibiotiques. Donc on trouve des gens qui ont des bactéries et plus aucun antibiotique n'est efficace pour soigner ces patients. Alors, petite anecdote, c'est aux Pays-Bas, par exemple, quand il y a un éleveur de porc qui est infecté ou malade, on va le soigner chez lui et on ne l'hospitalise pas, justement pour éviter que, puisqu'il est porteur en premier lieu de ces bactéries résistantes. Donc il est hospitalisé à domicile. Alors, il y a évidemment les premières causes de mortalité dans nos pays riches et en France, c'est, vous savez, les maladies cardiovasculaires. Alors, les maladies cardiovasculaires, c'est la graisse, les sucres, etc. Et puis, il y a tout un tas de maladies. Alors, des pays riches, on consomme trop de produits animaux. Alors, il y a presque 1 milliard de personnes qui meurent de malnutrition, enfin, qui souffrent de la malnutrition. Et puis, dans les pays riches, on souffre de maladies cardiovasculaires qui sont liées à cette surconsommation de viande. Donc, il y a un certain nombre de cancers, pas tous, hein, et de maladies genre le côlon, prostate qui sont favorisés par la surconsommation de produits animaux. Et puis vous avez la liste, là je vais peut-être pas la refaire, mais notamment le diabète de type 2, etc. Donc voilà, si vous avez ce genre de pathologie, on commence par vous dire arrêtez la viande et les produits animaux et les graisses animales, etc. Et donc j'en viens à le sujet qui est le plus le cœur de l'association, c'est que la viande et les souffrances animales. Alors juste peut-être pour faire un petit peu une précision par rapport à la question de l'animal, il y a maintenant de plus en plus de recherches éthologiques qui nous montrent que ce qu'on croyait savoir, l'animal n'est pas vrai aujourd'hui, qu'ils ont une capacité émotionnelle des mondes, un monde de pensée qui est bien plus complexe que ce qu'on imaginait. Il y a eu notamment en 2012, en juillet 2012, d'éminents chercheurs qui se sont réunis à l'université de Cambridge, des chercheurs qui étaient aussi bien sur la neurophysiologie, la neuropharmacologie, la neuroanatomie, les neurosciences, donc tout ce qui est la question du cerveau et la question de la conscience. Est-ce que les animaux, donc les humains ont un néocortex qui est plus développé que les animaux? Et on a cru jusqu'ici que la conscience, la conscience, le siège de la conscience était plus favorisé par ce néocortex. On s'est aperçu que non. La conscience apparaissait dans des zones du cerveau qui étaient bien plus anciennes en termes d'évolution, et que il y a eu une déclaration de Cambridge sur la conscience par ces éminents chercheurs qui ont donc déclaré que l'absence de néocortex ne semble pas empêcher un organisme d'éprouver des états affectifs. Des données convergentes indiquent que les animaux non humains possèdent des substrats neuroanatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques des états conscients, ainsi que la capacité de se livrer à des comportements intentionnels. Par conséquent, la force des preuves nous emmène à conclure que les humains ne sont pas seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience. Des animaux non humains, notamment l'ensemble des mammifères et des oiseaux, ainsi que de nombreuses autres espèces telles que les pieuvres, possèdent également ces substrats neurologiques. Alors, ça serait bien qu'on tire les conséquences de ce genre de déclaration. Il y a philosophiquement, je suis sûr que parmi vous, certains connaissent Peter Singer, donc, qui est un philosophe qui a sorti un livre dans les années 75 qui s'appelle La libération animale, qui posait cette question de savoir quels étaient les paramètres d'un individu pour le prendre en considération. Enfin, est-ce que c'était la couleur de la peau? Est-ce que c'était le sexe? Donc on a eu des mouvements de libération qui nous ont sorti de ces questions-là. On a considéré que ces paramètres-là étaient discriminatoires et n'avaient aucun lien avec le fait de traiter bien ou mal une personne. Et il s'est posé la question, c'est un grand philosophe moral australien, il s'est posé la question de savoir quel était le critère ultime
pour prendre en considération les animaux. Et il a conclu, et je suis assez d'accord avec lui, que c'était la question de la sensibilité, c'est-à-dire cette capacité à ressentir le plaisir, la souffrance, d'avoir des intérêts propres à vivre. Un individu qui n'a pas forcément cette capacité à ressentir le plaisir, d'avoir un intérêt propre, il n'y a pas forcément de raison de tenir compte de son existence. Un caillou, alors à moins qu'on puisse prouver qu'il a une sensibilité, mais bon, de taper dans un caillou, ça ne va pas forcément être un problème éthique, moral. Par contre, donner un coup de pied à un chien ou d'enfermer des cochons dans une truie toute sa vie dans une stalle, etc., c'est quelque chose qui importe aux animaux. Et je pense que cette capacité à ressentir le plaisir et la souffrance, je n'en vois pas d'autres. J'ai retourné le problème dans tous les sens, je ne vois pas d'autres critères ultimes, non discriminatoires, pour la prise en considération des individus. Alors dans l'élevage, il y a énormément d'animaux. On a vu tout à l'heure les chiffres qui sont considérés par l'élevage. 60 millions d'animaux terrestres, plus de 1000 milliards d'animaux aquatiques. Alors aujourd'hui c'est difficile de considérer parce qu'on a des tonnages pour les poissons. Alors ça fait 150 millions d'animaux à l'heure et ça fait 40 000 animaux à la seconde qui trouvent la mort pour l'alimentation humaine. En France, l'élevage intensif, c'est une écrasante majorité. Pour les poulets de chair, on est à peu près à 80%. Donc on a vu des images, les poulets de chair au sol, donc c'est les poulets qui vont être utilisés pour la viande. Parce que chaque filière a sa spécificité. C'est pas les mêmes animaux qu'on utilise pour les œufs que pour la viande. Donc quand je dis 80% d'élevage intensif, c'est-à-dire que c'est des animaux qui ne vont jamais à l'extérieur et qui sont à peu près 20 sur 1 mètre carré. Qui ont leur poids d'abattage de un peu plus de 2 kg en 40 jours, ou même moins, ce qui est 2 fois plus rapide qu'il y a 30 ans. C'est pareil pour les dindes, c'est pareil pour tous les volailles au sol. Les poules pondeuses, donc c'était 80% dans la vidéo, maintenant ça a diminué, on est à peu près à 70%, donc 7 poules sur 10 qui sont dans des élevages en batterie. Les élevages en batterie, ce sont des cages au sol grillagé. Une poule pondeuse a l'équivalent d'une feuille A4 comme espace de vie. On coupe le bec des animaux et au bout d'un an de ponte dans ces cages, elles sont déplumées, fatiguées, elles partent à l'abattoir, elles auront vu le rayon de soleil et le brin d'herbe la seule fois dans le trajet de l'élevage à l'abattoir. Vous avez vu que même les poussins peuvent être encagés à la sortie du couvoir. Aussi, vous connaissez, il n'y a que les poules qui pondent des œufs, comme on n'utilise pas les mâles pour la viande. Donc au couvoir, le premier jour de la vie des mâles, des poussins, c'est aussi leur dernier jour, puisqu'ils seront broyés, gazés ou broyés mécaniquement dans un couvoir. Pour les cochons, on est à 90% d'élevage intensif, c'est-à-dire que les truies qui sont dans les stalles, comme on a vu sur les images, voilà, c'est leur vie pendant toute la gestation. Pendant une partie de la maternité, à leur âge collectif pour une petite partie de leur vie, mais elles restent encore au moins plus d'un tiers de leur vie dans ces cages de maternité. C'est pas la fin des cages de maternité, attention, dans les discours des filières. Et sinon, les porcs charcutiers, donc ceux qui vont être abattus à quelques mois, eux, vont rester toute leur vie sur des caillebotis. Donc les caillebotis, vous savez, c'est des plaques en béton, par exemple, avec des petits trous qui laissent passer les fientes. Et puis comme ça, les fientes peuvent être évacuées dans une fosse à l'extérieur de l'élevage. Pour les lapins, là, c'est 99% des lapins qui sont dans des cages en batterie. Alors normalement les grands principes au niveau européen, c'est qu'on doit adapter les modes d'élevage aux animaux. Et là ce qu'on fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les animaux, il faut qu'ils rentrent là-dedans. Alors pour les cages en batterie, pour les poules pondeuses, on va couper une partie du bec. Pour les poulets, les poules, les canards, on va dégriffer, débéquer. Pour les cochons, on va couper les queues, parce que comme ils n'en ont rien à faire dans ces élevages-là, le seul amusement qu'ils ont, c'est de tirer la queue du voisin. Alors la réglementation oblige maintenant à mettre des substrats dans les cases d'élevage, c'est excusez-moi le terme, mais du grand foutage de gueule, puisqu'ils mettent soit un petit ballon en plastique, soit une chaîne qui pend du plafond. Donc c'est ça voilà, c'est comme ça qu'ils ont interprété la réglementation. Enfin en gros, les animaux continuent d'attraper les queues, on coupe les dents pour éviter les porcelets d'abîmer les mamelles des truies. Des truies qu'on a sélectionnées génétiquement pour avoir plus de mamelles et donc plus de porcelets à la sortie de l'élevage, parce qu'un porcelet, une mamelle, donc si on a plus de mamelles, on aura plus de porcelets à l'arrivée. Les veaux, on va couper leurs cornes, par exemple pour
les femelles les vaches laitières par exemple qui vont renouveler le cheptel, on va leur couper leurs cornes parce qu'il y a dans les élevages des cornadis, c'est-à-dire des dispositifs mécaniques pour l'alimentation, et avec les cornes ça passe pas, donc on coupe les cornes. Et puis il faut éviter aussi que les animaux se blessent les uns les autres parce que ça abîme le cuir quand ils sont en stabulation à l'intérieur, et puis éventuellement ça protège un peu l'éleveur. Et puis on castre les porcs. Alors ça c'est pour éviter l'odeur du verra. Il y a 3% des carcasses de viande de porc qui dégagent une odeur à la cuisson. Donc au lieu par exemple d'identifier ces carcasses et puis de les transformer à l'abattoir, et comme ça il n'y a plus de problème, et ben on a décidé de castrer tous les porcs. Et c'est pareil, on trouve aussi un petit peu de castration sur les veaux, et puis ben, on retrouve sur les chapons avec des taux de mortalité énormes. Dans ces élevages-là, je suis trop long. Je suis déjà très long. Dans les élevages-là, les animaux ne peuvent pas vivre leur vie d'animaux, ronger pour les lapins, étendre les ailes pour les poules, fouiner, explorer, avoir un coin tranquille, élever des petits, se dresser, se déplacer, etc. Tous ces comportements-là ne sont pas possibles à l'intérieur des cages. Les mortalités sont énormes. Pas forcément énorme, beaucoup plus que elle serait dans la nature, hein, mais c'est simplement dire par rapport au discours des éleveurs qui disent qu'ils s'occupent bien des animaux, qui sont bien nourris, à l'abri, etc. Les mortalités sont gigantesques. Dans l'élevage de lapins, par exemple, il y a 25% des lapins qui n'atteindront pas l'âge d'abattage. De toute façon, ils seront 100% tués prématurément, mais dans l'élevage même, il y a déjà des mortalités. Pour l'élevage de porcins, on est à 20%. La séparation des veaux et des vaches, hein, on a vu dans la vidéo aussi que pour produire du lait, voilà, c'est un mammifère, donc pour produire du lait, les vaches ne produisent pas du lait comme ça naturellement, c'est pas des robinets à lait, hein, il faut qu'ils aient des petits, donc on fait naître des veaux chaque année, et ces veaux, on sépare parce qu'on veut récupérer le lait. Alors les techniques de pêche, une chasse sans merci, il faut savoir que c'est Greenpeace qui disait... là, dans les filets qui sont utilisés actuellement, on pourrait faire rentrer 13 Boeing 747 dans un filet, qui sont utilisés aujourd'hui dans les techniques de pêche. Voilà. Si vous tendez un filet entre l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel, voilà, c'est ce qui se passe dans les mers. Tout le monde serait absolument, pour attraper des oiseaux, tout le monde serait absolument outré. C'est ce qu'on fait dans les mers, parce que c'est gigantesque. Et puis il y a énormément de ce qu'on appelle des prises accessoires, des prises fantômes. Alors les prises accessoires, c'est tous les poissons qui sont pris, qui n'étaient pas les poissons visés, mais les filets font pas de différence. Par exemple, pour 1 kilo de crevettes, il y a 90% d'animaux, de poissons, qui sont pêchés en plus. Donc quand on a 1 kilo de crevettes, enfin une petite portion de crevettes dans l'assiette, il y a un gros tas de poissons à côté, qu'on voit pas. Et puis les prises fantômes, c'est tous les filets dérivants, enfin qui sont abandonnés, parce qu'il y a énormément de filets qui traînent et qui sont des pièges pour les animaux, qui seront pas récupérés par les pêcheurs. Donc voilà les dessous, peu reluisant de la viande, souffrance animale, fin dans le monde, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de se passer de produits animaux. Alors les conséquences qu'on a vues sur le gaspillage des ressources, l'eau, etc., on peut simplement diminuer sa consommation de viande et déjà on règle un certain nombre de questions. Après, si on a vraiment le souci des animaux, si on prend au sérieux leur monde psychologique, le fait qu'ils aient des émotions, etc., la seule solution c'est quand même de ne pas les manger. Et ce qui tombe bien, c'est qu'aujourd'hui on peut se nourrir et être en bonne santé sans produits animaux. Il y a notamment une association de diététiciens, la plus grosse association mondiale de diététiciens américains et canadiens, qui représente 70 000 professionnels, qui ne sont pas du tout partisans quoi que ce soit, et qui rendent des avis sur différents modes d'alimentation, et qui reconnaissent que l'alimentation végétalienne, c'est-à-dire sans produits animaux, est bonne à tous les âges, pour les jeunes, pour les sportifs, etc. Si elle est bien menée, bien sûr, comme tout type d'alimentation. Donc végétaliser son alimentation, c'est possible et c'est bon. Il y a une chose qu'il faut faire attention avec le végétalisme, c'est la question de la B12. Ça, c'est une vitamine qui est difficile à trouver dans les végétaux, mais il faut savoir qu'aujourd'hui 99% de la production de la B12, donc qui est fabriquée par des sociétés industrielles, va aux animaux d'élevage. Comme les animaux ne sortent pas, ils n'ont pas non plus accès à cette source de B12 qu'on peut trouver
en broutant, etc. Donc 99% de la B12 passe par les animaux. Donc quand on dit que c'est pas naturel d'être végétalien parce qu'on mange de la B12, en fait les gens mangent de la B12 par les animaux qui sont des mauvais emballages en plus. Donc ils en mangent, voilà, c'est juste l'emballage qui change, quoi. Et donc voilà, une des solutions intéressantes à explorer, et je vous invite à l'explorer, c'est de végétaliser son alimentation. Bon, j'espère que j'ai pas été trop long. Et puis de toute façon après on pourra faire une question-réponse. Bien. Qui est l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. C'est une association qui a été créée en 1961 par Jacqueline Gilardoni, qui est présidée depuis 2001 par le docteur vétérinaire Jean-Pierre Kieffer, et qui a pour vice-président Maître Alain Monod, petit-neveu de Théodore Monod, qui est avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, et c'est une association qui est reconnue d'utilité publique depuis 1965, avec un conseil d'administration de 12 personnes, donc vétérinaires, avocats, magistrats, éthologues. Et un extrait des statuts, c'est assister, défendre et protéger les animaux dont la chair est destinée à la consommation aux divers stades de leur existence, notamment élevage, hébergement, transport et mise à mort. Alors, l'OABA a été la première association en France protégeant spécifiquement les animaux de ferme, et l'OABA est présente sur le terrain avec une équipe de délégués qui interviennent sur l'ensemble du territoire pour visiter et contrôler les élevages, les marchés, les transports et les abattoirs. Alors, l'OABA est très connue des professionnels de la filière viande, des agents des services vétérinaires, et elle a été un petit peu plus connue par le public lorsque l'OABA a fait annuler devant le Conseil d'État la circulaire interministérielle ministère de l'Intérieur et de l'Agriculture sur des sites dérogatoires pour l'Aïd el-Kébir. Et depuis cet arrêt, il est nécessaire pour les préfectures d'agréer des abattoirs temporaires, non plus des sites temporaires, mais des abattoirs temporaires. Alors la terminologie a changé, mais quand on voit certains abattoirs temporaires au jour d'aujourd'hui, j'ai une vidéo, je pourrais vous la montrer, finalement la terminologie a changé, mais dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On entretient de bonnes relations avec le ministère de l'Agriculture, hein, pas comme L214. Là, vous avez le chef du bureau de la protection animale. Au milieu, vous avez le directeur général de l'alimentation. Et puis, vous reconnaissez le grand, vous mettez l'adjectif que vous voulez derrière, ministre de l'Agriculture. L'OABA est très connue par les professionnels, un petit peu moins par le public, mais un petit peu mieux depuis le reportage diffusé en février 2012 par Envoyé spécial, intitulé « La viande dans tous ses états », qui m'a valu mon quart d'heure de gloire, disait notre ami Andy Warhol, mais là c'était plus qu'un quart d'heure, hein, c'était une quinzaine de jours, avec la fameuse polémique pendant la campagne présidentielle sur la viande halal et les propos de Marine Le Pen. C'était Marine Le Pen, c'est dommage que ce soit Marine Le Pen, mais s'il n'avait pas été là, personne n'en aurait parlé. Il faut quand même savoir qu'on prêchait dans le désert depuis 2007 et on s'est un petit peu énervé, et j'ai pris la responsabilité, avec l'aval du conseil d'administration, de faire entrer dans quelques abattoirs une journaliste d'Envoyé spécial qui avait la caméra. Moi j'avais rien sur moi, hein. C'est elle qui avait tout, hein. J'ai pas une seule image. Et donc du coup cette émission a fait parler d'elle et a fait parler de nous. Et depuis, dès qu'un journaliste veut faire un reportage sur la sécurité alimentaire, sur la souffrance animale, donc ils appellent L214, mais ils m'appellent également. Et on m'a encore vu dernièrement là sur Arte, donc dans un reportage Éleveur, le dernier tabou, où c'est une autre activité de l'OABA qui malheureusement se développe de plus en plus, qui est la récupération de cheptels entiers à l'abandon, hein, que ce soit donc principalement des bovins, des ovins caprins. Vous avez peut-être vu dans la montagne il y a à peu près 3 semaines, du côté de Rion, un détenteur de moutons
qui est reparti chez lui au Portugal, et puis pendant 3 semaines, les moutons se sont débrouillés tout seuls, ils ne sont pas tellement très bien débrouillés tout seuls, on a eu à peu près une vingtaine de mortalités, quand on est arrivé on a retrouvé à peu près 6-7 cadavres dans les prés, et donc du coup eh bien, on a pris en charge l'ensemble des animaux. Donc c'est une activité qui nous occupe de plus en plus, je dirais un petit peu plus que les visites d'abattoirs, puisque suite à l'émission d'envoyé spécial, on a beaucoup d'abattoirs aujourd'hui qui refusent de nous accueillir. On a à peu près 60% de refus. Parmi les 60% de refus, on a les gros, Bigard, Charal, Socopa, le groupe également, j'ai oublié le nom parce qu'ils ne sont pas intéressants, mais bon bref, voilà. Mais bon, ce qui prouve bien que s'ils ne nous acceptent pas, c'est qu'ils ont des choses à cacher. Alors, les cheptels à l'abandon, vous voyez, avant-après, bon, là je crois que c'est clair, avant il y a une maltraitance généralisée, après aussi, puisqu'on a un peu qui est devenu quasiment obèse. Il va un petit peu mieux, on l'a mis au régime. En fait, là, cette photo, c'était au mois de juin, et on s'est aperçu que lorsque le responsable du refuge où on avait mis ces bovins en dépôt, ils sont toujours en Normandie, il y a également des chevaux, et lorsque l'animalier apportait le sac de pain avec les baguettes pour les chevaux, il y avait un petit malin qui allait en premier dans le sac de pain, et c'était notre monsieur Chabal. Oui, on l'appelait Chabal. Voilà. Bon, voilà une petite vache qui était constamment enfermée dans une grange du côté de Montbéliard. Elle n'avait jamais vu la lumière. Et donc quand on l'a récupérée, c'était un petit peu difficile, donc on a dû la mettre dans une stabulation, et on avait dû tendre des bâches parce qu'il y avait trop de lumière et elle devenait complètement fade. Quelques temps après, vous voyez, elle est au pré, tout va très bien pour elle. Voilà, donc ça fait partie de ce qu'on appelle le troupeau du bonheur, c'était cher à Madame Gilardoni. Ce sont donc des animaux qui finissent leur vie tranquillement au pré. Donc bien évidemment, dans les fermes où nous avons des vaches, elles ne sont pas en contact avec des taureaux, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire la reproduction. Lorsqu'on récupère des vaches, quelquefois qui vont faire un vélage, parce que des fois elles arrivent, il y a une pochette surprise dedans, donc quelques mois après, hop, on a un petit veau. Si c'est une femelle, c'est bien. Si c'est un mâle, on attend 8-10 mois et on le castre. Et donc voilà, on est probablement l'association en France qui a le plus de bœufs sous sa garde. Alors ça, c'était avant-après. Encore faut-il pour qu'il y ait un avant et un après, qu'on arrive à temps. Quelquefois, c'est un peu trop tard. Voilà, quelquefois, le genre d'image auquel nous sommes confrontés. C'est sûr que ce n'est pas des images que vous verrez au Salon de l'Agriculture, au SPACE, à Rennes, ou à Cournon, au sommet de l'élevage. Alors, on a aussi une action de lobbying, bien évidemment, puisque aujourd'hui, si les animaux sont un petit peu protégés, c'est grâce principalement à la réglementation européenne. Donc on intervient bien évidemment au niveau européen. C'est très compliqué d'intervenir au niveau européen. Plutôt que de le faire dans son coin et de le faire mal, on préfère centraliser, et donc on travaille beaucoup avec Eurogroupe, qui est une fédération basée à Bruxelles, qui travaille avec l'ensemble des associations européennes. Donc Eurogroupe en France, vous avez 4 associations, vous avez PMAF, OABA, Fondation Bardot et Confédération nationale des SPA. Pour plus de détails, on a une page Facebook. J'y étais pas forcément pour, mais bon, je suis pas tout seul à décider. Donc on a une page Facebook et on a un site internet où vous pouvez trouver principalement la réglementation. Le site internet est plus institutionnel, la page Facebook est un peu plus, on va dire, libre, un petit peu plus rock'n'roll. Voilà. On participe aussi à l'élaboration de guides de bonne pratique. On a fait un guide de recommandation sur la protection animale des ruminants à l'abattoir. On a sorti il y a quelques jours un guide sur la protection des porcs à l'abattoir qui a eu beaucoup de succès. Je ne sais pas si le fait de dire tiens, l'OAB a sorti un livre cochon, ça a peut-être excité certains, mais en tout cas il a plus marché le guide sur les cochons que sur les ruminants. Et puis on a aussi il y a quelques années travaillé avec la fédération des marchés pour les bêtes sur les marchés, donc marché aux bestiaux, protection des animaux et sécurité des hommes, puisqu'on lit toujours les deux, c'est plus vendeur. Alors, j'ai décidé de vous parler de ce que personne ne parle et ne montre, c'est l'abattoir.
puisque le thème d'aujourd'hui c'était ces animaux que nous mangeons. Pour les manger, il faut les tuer, tout le moins pour ceux qui en mangent, bien évidemment. Et l'abattoir, c'est un lieu un petit peu mystérieux, c'est la mort de l'animal, c'est la naissance de la viande. Alors, rapidement, quelques données sur les animaux abattus en France. On a les chiffres 2013, ils sont sortis il y a à peu près un mois par France Agrimaire. Donc ils ont déjà été donnés, là vous avez le détail. Les malheureux gagnants sont les volailles, avec 973 millions, c'est les poulets, les poules, les canards, les pintades et les oies. Ensuite on a les lapins et ensuite nous avons les porcs, plus de 23 millions. Et les moins malheureux dans l'histoire, ce sont les équidés, mais quand même plus de 20 000 sur l'année 2013, alors qu'on était aux alentours de 16-17 000 les années passées. C'est quelque chose que je ne m'explique pas. Le scandale de la viande de cheval a visiblement rappelé aux gens qu'un cheval, ça pouvait se manger. Et on a eu une augmentation de la demande de viande équine. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez mystérieux. Ce qu'on a de la viande de cheval et les gens qui remangent du cheval. Bon, voilà, les comportements des consommateurs sont assez déconcertants. Alors, je suis pas là pour vous dire que l'abattoir c'est génial, c'est extraordinaire, ce sont des gens... là, il y a plein de journalistes qui vont faire des émissions et des bouquins sur les salariés de GAD. On a beaucoup parlé des salariés de GAD avec les propos du sous-ministre en disant qu'ils étaient illettrés. Pas tous, certains, mais pas tous. Donc ils vont vous dire que oui, ce sont des pauvres gens, c'est l'usine, c'est un métier difficile, etc. C'est sans doute plus difficile pour les animaux que pour les salariés. Donc je suis pas là pour les défendre, je suis pas là non plus pour les torpiller, même si c'est pas l'envie qui m'en montre quelquefois. Je suis juste là pour vous donner un petit coup de projecteur sur ce qui se passe dans un abattoir, parce que c'est impossible. Si demain vous téléphonez à l'abattoir et dites je voudrais visiter l'abattoir, vous avez une probabilité quasiment de 100% qu'on vous dise non, je suis désolé, vous êtes qui, c'est pas possible, on n'a pas besoin de vous, il y a les services vétérinaires qui sont là, ils font leur travail. Oui, quand ils le font. La réglementation sur l'abattage, elle est très bien. Elle pourrait être mieux, mais les textes qui existent sont déjà pas mal. Vous avez effectivement toute une réglementation bien technique dans le code rural, et puis vous avez le règlement européen qui est applicable depuis le 1er janvier 2013, qui s'intitule donc Protection des animaux au moment de leur mise à mort, avec deux points, je dis deux, je fais trois, ça va pas, moi je suis malade, il y a la fièvre, ça commence, donc deux points importants, la formation du personnel avec un certificat de compétence, que depuis janvier 2013, tout opérateur qui a un contact avec des animaux vivants doit avoir un certificat de compétence qu'il obtient après une validation d'une formation qui dure 2 jours, et la validation c'est un QCM. Bon. J'ai demandé moi à voir les QCM, parce que ça peut être très bien un QCM, les QCM jour au permis de conduire, c'est hyper balèze, bon. Mais les QCM du certificat de compétence, si c'est le mouton A, 1 patte, B, 2 pattes, C, 3 pattes, ou D, 4 pattes, ça ne sert pas à grand chose. Donc on m'a dit qu'il était bien fait, mais on ne me l'a jamais montré, donc bon, je crois sur parole, le ministre de l'Agriculture, puisque comme tout le monde le sait, un ministre, ça ne mange jamais. Et puis, deuxième temps fort de ce règlement, c'est le responsable protection animale. Alors lui, c'est le grand pardon, parce que forcément, il est responsable de la protection animale, donc si dans un abattoir, il y a quelque chose qui se passe mal au niveau maltraitance animale, forcément, c'est le fusible, et il grille tout de suite. Alors, l'abattoir, comment ça se passe? Eh bien, vous avez les animaux qui arrivent, et chaque abattoir doit disposer d'équipements, d'installations appropriées pour décharger les animaux, des moyens de transport, les rampes de sortie ou d'accès doivent être aussi peu inclinées que possible, ça c'est la réglementation. Vous avez encore beaucoup d'abattoirs où, vous voyez, il n'y a pas de quai de déchargement. Donc vous avez le camion qui arrive, boum, on met la rampe, et vous voyez, c'est quand même bien incliné. Alors que quand vous avez des quais de déchargement, la rampe, elle est quand même beaucoup moins inclinée. C'est quand même plus facile pour les animaux de descendre, il y a moins de glissade, il y a moins de chute. Les quais aussi, quand ils sont couverts, c'est pas mal, parce que quand il pleut ou quand il neige, quand vous déchargez les animaux, ça peut être glissant, et là aussi, un animal qui glisse, il peut se fracturer la patte, et donc du coup, c'est déjà beaucoup moins sympathique pour lui.
les parois latérales pour éviter que les animaux ne viennent à tomber sur le côté comme on peut le voir de temps à autre. Dans la précipitation, on oublie de mettre les parois latérales, donc les animaux sont un peu pressés de sortir, on leur donne un coup de pied pour qu'ils sortent un petit peu plus vite. Voilà, donc là il y a un bâton, c'est bien, le bâton c'est fait pour guider les animaux, c'est pas fait pour taper dessus, il y en a qui l'oublient un peu fréquemment. Et puis les animaux aussi qui sont incapables de se déplacer, parce que voilà, quelquefois vous avez des animaux qui arrivent à l'abattoir et ils peuvent plus se déplacer. Donc la première solution que vous avez à gauche, c'est pas la bonne, hein, c'est on tire l'animal. La solution à droite, elle est meilleure, c'est le petit chariot. On met l'animal dedans et on le transfère jusqu'au poste d'abattage. Pour les animaux qui ne sont pas abattus tout de suite à leur arrivée, ils doivent être hébergés. Bon, là vous avez un sol rainuré, c'est pour éviter que l'animal ne glisse, parce que là, le sol rainuré, on le voit, il est propre, mais quand vous avez plusieurs bêtes qui sont là depuis plusieurs heures, il y a les excréments, il y a la pisse, et donc forcément, si c'est pas rainuré, ça devient une pataugeoire. Là, vous avez un système mural de ventilation, ça laisse passer l'air, mais ça protège des intempéries, c'est pas mal, parce que sinon, ça mouille, ça fait froid, et si ça laisse pas passer l'air, l'été, on crève de chaud. Une litière, ça c'est bien pour absorber les urines et les excréments, ça évite aux animaux de patauger dans la boue, puis ça évite que les animaux arrivent sur la chaîne d'abattage remplie de merde, parce qu'après, quand on a des steaks hachés qui sont porteurs d'Escherichia coli, c'est normal quand on voit l'état de certains animaux qui sont pondus sur la chaîne d'abattage. Là, vous avez un sol en caillebotis. Sébastien, vous parlez des cochons à 90% en bâtiment, voilà, les cochons ils vivent là-dessus. Alors que le caillebotis c'est du béton troué pour que la pisse et la merde elles passent en dessous. Et donc vous avez du cochon qui vit 6-7 mois, sa courte vie de cochon, à respirer sans arrêt l'odeur de pisse et de merde. Et donc après ça sent l'ammoniac. Et donc s'il n'y a pas de système de ventilation, le cochon il meurt très très vite. Ce qui peut expliquer que régulièrement vous avez des 200, 300, 400 porcs qui viennent à mourir dans des élevages parce que vous avez le système de ventilation qui est tombé en panne. Ça c'est sympathique pour calmer les porcs, une petite brume, ça permet de les déstresser, et puis quand il fait chaud ça permet aussi de réguler leur température, puisque contrairement à nous, ils n'ont pas de glandes sudoripare, donc s'ils ne sont pas régulièrement rafraîchis, ils montent très très vite en température et ils nous font une crise cardiaque. Donc les abreuvoirs, ça c'est bien, les abreuvoirs automatiques, parce que les animaux, là c'est le gros cheval de bataille de l'OABA, c'est que quand on visite un abattoir, bien souvent, il y a les abreuvoirs, mais il n'y a pas d'eau dedans. Ou il y a de l'eau, mais l'abreuvoir il n'est pas à la bonne hauteur, ou il n'est pas adapté. Là, vous avez des abreuvoirs qui sont adaptés, une pipette pour les porcs, ça c'est pas mal, et vous avez un abreuvoir qui est à la bonne hauteur pour un mouton. Mais quelquefois, on se trompe, on met le mouton dans les casse-porcs, parce qu'elles sont mixtes, donc oui, mais le problème c'est qu'un mouton avec une pipette, il ne sait pas boire, donc c'est un petit peu problématique. Là, vous avez les petits veaux aussi qui ont un abreuvoir qui est pas mal. Là, en revanche, la buvette automatique pour les moutons, elle est bien, mais elle est un petit peu haute. Là, elle est un petit peu basse. Donc c'est plus... Voilà. Quelquefois, dans un abattoir, voilà, c'est ce qu'il y a dans l'abreuvoir. Bon. On peut faire mieux. On a aussi des bovins qui régulièrement sont dans des logettes. Alors, c'est des abattoirs qui remontent aux années 60. À l'époque, les logettes, elles étaient superbes. Mais un bovin en 2014 n'a plus rien à voir avec un bovin en 1960. Il est un petit peu plus gros. Le problème, c'est que c'est comme les places de parking sur les supermarchés. On a des voitures de plus en plus grosses, mais on a des places de plus en plus petites. Et dans les abattoirs, c'est la même chose. On a des vaches de plus en plus grosses et on a des stabulations qui n'ont pas augmenté. Donc, quelquefois, on a des bovins qui restent coincés dans les stabulations. Donc, voilà les observations de l'OABA. Je les reprends pas, je les ai faites en live. Ensuite, les animaux, on les a vus, ils sont hébergés. Après, ils doivent être conduits au poste d'étourdissement. Alors là, vous avez absolument ce qu'il ne faut jamais faire, la tenue blanche. Ça, la tenue blanche, c'est bien quand on est sur la chaîne d'abattage, mais dans une stabulation, on met une tenue sombre, parce qu'il n'y a rien de plus qui excite les animaux. Alors bon, là, cela dit, c'est des moutons, donc ils font le malin en tenue blanche devant les moutons, mais vous mettez des babys ou des taurillons, vous ne restez pas en blanc pour le taurillon, donc ils font moins le malin. Les couloirs d'amener aussi, avec les contrastes
vous avez des animaux qui sont très sensibles au contraste. Là, par exemple, si je me mets à la place d'un bovin, j'avance pas. Parce que le bovin voit très très mal de près, et il va se dire je peux pas avancer, je suis dans la partie sombre, mais là, visiblement, si j'avance, je risque de tomber. Donc voilà, et quelquefois, on a des opérateurs derrière le bovin qui s'excitent, ils prennent l'aiguillon et clac, électrique, clac, 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 allez, avance, avance, saloperie, avance. Et le bovin, il veut bien avancer, mais il a peur d'avancer. Donc forcément, si on ne met pas les sols d'une même couleur, ça entraîne des manipulations difficiles. Pareil, les couloirs pour conduire les animaux en courbe, ça c'est très bien, parce que du coup, les animaux sont incités à avancer. C'est Temple Grandin, l'éthologue aux États-Unis, qui a très bien montré cela. En revanche, des couloirs à angle droit, c'est moins évident. Déjà nous, quand vous avez un couloir à angle droit, c'est moins sympathique lorsqu'il y a un virage. Pour les animaux, c'est exactement la même chose, mais visiblement, on a encore des concepteurs d'abattoirs au jour d'aujourd'hui qui font du grand n'importe quoi. Pareil, alors le truc qui est très bien, c'est les couloirs de contention avec des murs, mais les parois elles sont pas assez hautes. C'est-à-dire que les animaux, là aussi, vont refuser d'avancer parce que qu'est-ce qu'ils ont, ils voient leurs congénères abattus préalablement devant eux, donc ça donne pas forcément envie d'avancer. Les parois anti-recul aussi, c'est bien, mais il faut les mettre sur le côté, parce que sinon, un anti-recul, c'est fait pour éviter que ça recule. Alors que là, c'est fait pour que ça évite d'avancer. Donc là aussi, quelques mauvaises pratiques à modifier. Classique, les animaux qui ne doivent pas apercevoir leur congénère abattu, là vous avez exactement ce qu'il ne faut pas faire. Là aussi, des conceptions d'abattoirs qui ont été mal faites, avec le poste d'étourdissement qui est en plein, au lieu d'être face au mur, non, il est face à la chaîne d'abattage. Donc ça n'incite pas non plus là les animaux à avancer, avec toutes les manipulations difficiles que cela suggère par la suite. Je parlais de l'aiguillon électrique, il est réglementé par la réglementation européenne, uniquement sur les bovins adultes et les porcins adultes, donc ceux qui prennent de l'aiguillon électrique sur les veaux, tout faux, sur les moutons, tout faux, voilà, et lorsqu'on l'utilise, c'est 1 seconde, voilà, c'est pas la peine de s'exciter sur l'animal. Si on lui met un coup de choc électrique sur le cul et qu'il avance pas, c'est que visiblement il y a un problème, soit il peut pas avancer, soit il est blessé, donc c'est pas la peine de matraquer l'aiguillon électrique. Ça aussi on le récupère, on le répète assez souvent, et on répète là aussi la réglementation comme quoi on ne peut pas donner de coups sur les animaux, et si un animal doit se relever, on évite de lui donner un coup de pied. Ça va peut-être plus vite, mais c'est pas la réglementation. Donc ce qu'on observe sur simplement la conduite, c'est les problèmes lors du déchargement, il n'y a pas de quai, c'est une stabulation qui est mal conçue, c'est la violence, forcément, qui s'explique. Si les locaux sont mal conçus, les gars ils s'énervent. En début de tuerie, ça va. Je veux dire, ils arrivent à 4h du matin, bon, ça va. Mais quand il est 11h30 midi, c'est bientôt l'acquis, et qu'il reste encore une trentaine, une quarantaine de bovins, il faut vite se dépêcher. Et s'il y a un bovin qui a le malheur de ne pas avancer, là je peux vous dire qu'il va déguster sévère. L'aiguillon, je l'ai dit, et puis donc la violence. Alors une fois que les animaux sont arrivés dans le couloir de manipulation, ils arrivent dans ce qu'on appelle un box de contention, donc c'est l'immobilisation. Alors quelquefois on a des petits abattoirs qui n'ont pas de box de contention, donc ils prennent une petite aire et puis il y a, comme on le voit ici, ils mettent 5-6 animaux dans cette petite aire. Et bon, alors c'est vrai qu'au début, on a une petite aire qui fait, on va dire 4 mètres carrés, il y a 6-8 moutons dedans. Les animaux se contiennent les uns les autres. Bon, donc le 6e, il s'en sort pas trop mal, mais le 5e déjà un peu moins, le 4e beaucoup moins, le 3e encore moins, le 2e moins, et alors le dernier il est tout seul, et le voilà qui court, le voilà qui court, le voilà qui court, et vous avez l'opérateur comme un con derrière avec sa pince qui essaye de l'étourdir, comme là on le voit, donc il est obligé de le gauler. Donc bon, c'est pas ce qu'on a fait de mieux pour l'opérateur, parce qu'après s'il a mal au dos, il ne faudra pas qu'il s'étonne, mais pour le stress des animaux, c'est pas ce qu'on a fait de mieux non plus. Donc il doit être placé dans un box de contention individuelle, et à condition que l'opérateur soit prêt, bien évidemment, à l'étourdir. Donc là, vous avez un exemple de box pour les porcins, là vous avez un exemple de box pour les ovins, là vous avez pour les bovins avec blocage de la tête, là vous avez sans blocage de la tête, et là vous avez le box rotatif pour les abattages rituels. J'en dirai bien évidemment un mot tout à l'heure.
Donc voilà les différentes observations de l'OAPA que l'on fait lorsqu'on visite des abattoirs. J'en ai déjà listé quelques-unes. Ensuite, vous allez me dire, ils sont dans le box, ça sert à quoi? Ça sert à étourdir l'animal, pour justement éviter qu'il ne bouge, de façon à ce que le procédé d'étourdissement soit correctement appliqué sur la tête. Alors là, vous avez effectivement ce qu'on appelle le matador, c'est le joli nom, n'est-ce pas? Donc qui est le pistolet d'abattage, donc qui est destiné à étourdir l'animal. Voilà les points d'impact. Vous voyez qu'il y a le cerveau, le cortex cérébral, et en fait, c'est une tige perforante qui va donc pénétrer le cortex cérébral. Et concrètement, pour faire simple, on va dire, l'animal, c'est comme si vous aviez un traumatisme crânien. C'est-à-dire que vous êtes complètement dans le coltard, vous avez le cœur qui continue à battre, ce qui explique qu'on peut, quand il y a des accidents de la route, prélever encore les organes, mais vous ne sentez absolument plus rien. Ça, c'est pour le dispositif mécanique. Vous avez aussi des dispositifs électriques. Vous avez peut-être entendu parler de l'électronarcose. Donc ce sont les pinces, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, le gars qui était penché avec la petite pince. Donc c'est un courant électrique qui est envoyé là aussi sur le cerveau de l'animal. Il faut que le courant pénètre le cortex cérébral et donc les électrodes sont placées au niveau des tempes des animaux. Encore faut-il que la pince soit correctement entretenue, puisque si elle est mal entretenue, le courant il passe mal, donc forcément l'animal est mal étourdi. Encore faut-il que l'intensité électrique soit visible de l'opérateur, parce que quelquefois on a une mauvaise intensité. C'est sûr que si vous étourdissez un porc avec une pince qui est réglée à 100 volts, ça ne va pas servir à grand chose. Et en revanche, si vous étourdissez ou vous voulez étourdir un mouton avec une pince qui est réglée à 350 volts, là le mouton il est plus étourdi, il est complètement cramé. Bon. Pour le pistolet à tige perforante, vous avez des cartouches, mais vous avez des cartouches de différentes puissances, parce que forcément une tête de veau, ça n'a pas la même résistance qu'une tête de vache, et une tête de vache n'a pas la même résistance qu'une tête de taureau. Donc il y a des cartouches de puissance différentes qui envoient donc la tige perforante plus profondément en fonction de la cartouche qui est utilisée. Encore faut-il que ce soit la cartouche de bonne intensité qui soit utilisée, qu'elle ne soit pas laissée à l'humidité, parce que sinon c'est le pétard mouillé. Alors vous allez me dire, l'étourdissement ça sert à quoi? Moi bien souvent quand je vois des opérateurs qui étourdissent des animaux, je leur dis pourquoi vous le faites? Ils me regardent, ils me disent il est con celui-là, il travaille à l'OAPA, il sait même pas. Je le fais parce que c'est obligatoire. Ah d'accord, c'est très bien. Mais concrètement, pourquoi vous le faites? Et je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire qu'on a des opérateurs qui étourdissent des animaux, mais ils ne savent pas à quoi ça sert. Bien là, vous avez un petit schéma. L'étourdissement, c'est un mécanique, donc un dispositif mécanique, électrique ou gazeux. Quelquefois, on a aussi des tunnels à gaz très peu utilisés en France parce que ça coûte très très cher. Mais ça plonge l'animal dans un état d'inconscience où il doit être maintenu jusqu'à l'intervention de la mort de l'animal. Voilà. Et là, il y en a bien souvent qui ne connaissent pas ce b.a.-ba. Alors espérons que les formations, parce que maintenant je vous ai dit, tout opérateur doit avoir un certificat de compétence, espérons qu'ils ont compris à quoi sert l'étourdissement. Ça évitera que certains étourdissent un animal, ensuite aillent faire je sais pas quoi, se gratter le nez ou autre chose, discuter avec le copain, reviennent et commencent à saigner l'animal. Ah oui, mais le problème c'est que la saignée doit intervenir le plus rapidement possible après l'étourdissement. Sinon vous avez un animal qui va se réveiller et donc l'étourdissement qui ne sert strictement à rien puisque vous avez l'animal qui est saigné en pleine conscience. Donc les différentes observations qu'on peut faire lorsqu'on visite là aussi les abattoirs, c'est une mauvaise utilisation du matériel d'étourdissement, mauvais usage du matériel, mauvais entretien du matériel, mauvais réglage. On a aussi les veaux qui sont tirés dans la nuque. Ça, c'est interdit. Et oui, mais bon, le problème, vous comprenez, c'est que pour présenter la tête de veau chez le boucher, avec un trou, c'est pas évident. Vous avez d'ailleurs peut-être vu des fois une tête de veau, puis vous avez un grain de persil à peu près au milieu, là. C'est pour cacher le trou. Ça veut dire que là, l'animal a été correctement étourdi. En revanche, si chez le boucher, vous voyez une tête de veau, à condition que vous rentrez encore dans une boucherie, certains n'aiment pas y aller, mais si vous rentrez dans la boucherie et que vous voyez la tête de veau et qu'il n'y a pas de trou, alors là, vous pouvez vous poser une question. C'est que visiblement, l'animal a été mal étourdi ou n'a pas été étourdi du tout. Et puis ce qu'on rencontre fréquemment, c'est un manque de formation du personnel ou une absence d'étourdissement, tout simplement pour aller plus vite, alors qu'on n'est pas du tout dans le cadre de l'abattage rituel. Alors là, c'est la partie la plus dégueulasse, je suis désolé. La saignée des animaux, je vais passer très très vite.
les animaux ne doivent pas assister à la saignée de leurs congénères. Donc quand le box il est mal orienté, comme je disais tout à l'heure, on ne demande pas à faire des travaux. Vous mettez un rideau, vous voyez, on voit le rideau et vous avez l'animal qui ne voit plus rien, ça coûte pas très cher et ça évite que l'animal vienne en panique dans le box de contention. Et je le disais tout à l'heure, la saignée doit commencer le plus tôt possible. Donc vous avez soit premier type de saignée sur le côté ou soit une saignée au niveau sternal. Voilà. Bon, je passe rapidement sur la saignée. Alors je dis un mot sur l'abattage rituel, parce que bien évidemment les questions iront tout à l'heure. Un point important, c'est que l'abattage rituel donc pour les rites cachers, israélites et halal, les rites musulmans, doivent se faire obligatoirement dans un abattoir. Bien souvent, j'entends dire « oui, mais on peut le faire à la ferme ». Oui, l'abattage à la ferme existe. L'éleveur qui a ses cochons, et qui va tuer le cochon pour faire ses côtes de porc ou pour faire son saucisson, il peut le faire chez lui. Il n'est pas obligé d'aller à l'abattoir. Mais la réglementation impose que l'animal soit étourdi. À partir du moment où il y a un abattage rituel qui est fait sans étourdissement, ça doit obligatoirement se faire dans un abattoir par un sacrificateur habilité, par un organisme religieux. C'est simple, le grand rabbinat pour les juifs, les mosquées de Lyon, Paris et Évry co-couronnent pour les abattages musulmans, et il doit être titulaire d'un certificat de compétence abattage rituel. Et là aussi, les animaux doivent être contenus dans un box mécanique, donc il ne doit pas y avoir de lien, comme on a pu le voir par le passé, et c'est le fameux tonneau rituel. Bon, je dis toujours pour les gens qui ne connaissent pas, ça ressemble à une boîte de coca, hein, sauf que c'est beaucoup moins sympathique qu'une boîte de coca, tout au moins pour l'animal qui est dedans. Alors, bon, je ne vais pas passer 3 heures sur l'abattage rituel. Ce qu'on observe bien souvent, c'est qu'il y en a qui sont pratiqués en dehors de l'abattoir. Le box rotatif pour les bovins, on se pose des questions, parce que quand vous avez un bovin qui rentre dans le box, et puis vous avez le bovin qui se retrouve complètement sur le dos, les 4 pattes en l'air, c'est forcément pas une position naturelle. Maintenant, le fait de l'égorger en position debout, c'est pas non plus très pratique pour le sacrificateur. Bon, je rentre pas dans les détails, mais bon, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Là, c'est très très difficile, c'est très technique. On attend une étude depuis 1 an et demi de la Commission européenne, mais et là aussi, apparemment, ils se posent beaucoup de questions. On aimerait bien qu'ils nous apportent des réponses quand même. C'est leur boulot. On a aussi, bien souvent, on voit des animaux qui sont mis en contention, et puis le sacrificateur, il est je sais pas où, il est parti utiliser ses couteaux, il est parti faire sa prière, en tout cas il n'est pas là où il faudrait être. Et puis on a des animaux qui sont suspendus encore en pleine conscience, alors qu'ils n'ont pas terminé de perdre conscience. Et bon, voilà. Et puis des sacrificateurs qui ne savent pas égorger, qui cisaillent avec un couteau à pain, enfin c'est n'importe quoi. Puis le gros problème de l'abattage rituel, c'est le problème d'hygiène, hein, quand vous voyez ce que là, c'est pas des photomontages, hein, c'est des photos que j'ai prises dans les abattoirs. Bon, la photo que vous voyez sur la droite, là, sur la berge de réception, ça a été tourné, ça a été pris à l'abattoir de Lyon-Corbat. C'est là où les inspecteurs vétérinaires font leur formation. Bon. Ça en dit beaucoup. Et puis bien évidemment, je termine avec l'actualité, hein, puisque c'est l'Aïd samedi. Voilà. Vous m'avez vu sortir là il y a quelques instants pendant que Sébastien faisait son speech. C'est pas que ça ne m'intéressait pas, mais c'est parce que j'avais le commissariat de Cergy-Pontoise qui me disait que ça y est, ils ont topé, il y a 250 moutons à récupérer. Bon. Donc l'abattage pour l'Aïd el-Kébir, c'est dans un abattoir agréé, comme je disais. Il n'y a plus de sites comme c'était avant. Avant 2001, les mairies donnaient un site et disaient aux musulmans, c'est bon, voilà, vous avez un terrain, vous allez faire votre truc là, et puis voilà. Ça c'est interdit. Maintenant, il faut que ça soit des abattoirs agréés. Donc on a tous les ans au journal officiel une liste d'abattoirs agréés, donc avec un dossier d'agrément à faire, etc. Donc ça veut dire que l'Aïd el-Kébir doit se faire soit dans un abattoir temporaire, c'est-à-dire qui est agréé juste pour les 2-3 jours de l'Aïd, soit dans un abattoir pérenne, donc ceux qui fonctionnent toute l'année. Si c'est ni dans un abattoir temporaire ni dans un abattoir pérenne, eh bien c'est un abattage clandestin, c'est un délit passible de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Voilà, ça c'est une photo que j'ai prise il y a 3 ans sur un site clandestin. Donc vous avez la police qui est là, qui relève les numéros d'immatriculation des voitures, et il fait son boulot, mais derrière le parquet ne le fait pas, puisque les sacrificateurs ne sont jamais inquiétés par ces abattages illicites. Et puis là, je termine avec une image beaucoup plus sympathique. C'est un des troupeaux du bonheur que nous avons en Savoie. Ce sont des animaux qui sont depuis 2008 et qui coulent des jours heureux à l'air pur savoyard. Ouais. Merci beaucoup. Alors moi je voudrais préciser que quand même les deux là que vous venez d'entendre sont des gens extrêmement courageux, parce qu'ils vont beaucoup sur le terrain, ils voient des choses pas toujours très drôles, et que voilà, ils sont là pour témoigner, et heureusement qu'il y a des gens comme eux. Donc moi je les remercie 1000 fois d'être venus, vraiment c'est bien. Et je me souviens avec Seb, on était allé, je l'avais accompagné il y a quelques années dans un jour d'Aïd justement à Brioude, à l'abattoir de Brioude. On avait cherché un abattoir, un lieu d'abattage en Puy-de-Dôme, on n'avait pas trouvé, on s'était retrouvé à Brioude. Et Seb est resté à côté du poste d'abattage pendant quasiment toute la journée et à prendre des photos en caméra cachée, et voilà, et grâce à lui il y a quand même quelque chose qui a bougé. Alors c'est très long, mais bon, la télé en a parlé, parce qu'il y avait beaucoup de comment dire, de dérogations, et enfin non pas de dérogations, pardon. Oui, il y a beaucoup d'infractions. Les animaux étaient suspendus avant d'être morts, il y avait des cisaillages, des choses comme ça. Et voilà, et les médias en ont parlé quand même, mais ça a peut-être fait avancer un peu la chose, mais il faudra beaucoup de temps. Voilà. Donc, je vous invite, si vous voulez bien leur poser des questions. Si vous avez des questions particulières à poser, on va faire circuler ah ben non, mais si je l'enlève, il n'y en aura plus. Si je l'enlève le micro. Si. Ah, il y en a un autre, je ne sais pas s'il marche celui-là.